Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Abdoussal avec vous et je serai exceptionnellement seul pour revenir sur ce Grand Prix de Styrie 2021 parce que Marc-André, malheureusement, a des problèmes d'électricité chez lui. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas voir son beau chandail orange Red Bull qu'il porte à l'occasion après chaque victoire de Max Verstappen. Alors, on va tout de suite, je vais tout de suite vous donner les résultats du Grand Prix de Styrie 2021. Victoire justement de Max Verstappen sur la Red Bull devant les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Sergio Perez termine 4e sur l'autre Red Bull. Lando Norris, qui est parti 3e, a fini 5e. Carlos Sainz et Charles Leclerc ont terminé 6e et respectivement pour Ferrari. Lance Stroll, qui arborait le logo du Canadien de Montréal, 8e sur la Aston Martin. Fernando Alonso, 9e sur la Alpine. Et Yuki Tsunoda termine 10e sur la AlphaTauri. Il y a eu deux pilotes qui n'ont pas complété la course, Pierre Gasly et George Russell sur la Williams, et on va reparler de George Russell parce que ça fait mal. Alors, je vais vous donner tout de suite mes évaluations post-Grand Prix, et si jamais vous voulez réagir, que ce soit en direct ou bien en rediffusion sur YouTube ou bien sur Facebook, Twitter ou Twitch, ben vous pouvez le faire et on va réagir sans problème. Alors, je vais vous donner tout de suite mes évaluations post-Grand Prix, donc performance, contre-performance et moment cocasse, mais je pense pas qu'il y en ait eu. Performance du jour, je vais dire, bon, par défaut, Max Verstappen. Est-ce que je suis prêt à mettre Charles Leclerc comme pilote du jour? Parce que, oui, il a connu une belle course, il finit 7e, mais l'histoire derrière cette 7e position ne reflète pas, en fait, comment je dirais, ça ne reflète pas vraiment l'ensemble de la course qu'il a connue. On va en reparler. Pour moi, il est passé de 0 à héros. Sinon, oui, Verstappen par défaut. Lance Stroll aussi a fait une bonne course aussi, parti 9e, a gagné 3 places, évidemment profitant de l'accrochage entre Charles Leclerc et Pierre Gasly, mais a été malheureusement rattrapé par les deux Ferrari qui étaient sur des stratégies différentes en fait, et qui avaient un rythme de course beaucoup plus convenable que la semaine dernière en France. Contre-performance du jour, Daniel Ricciardo, assez difficile. Il est loin derrière, et puis justement, on va en reparler, mais il finit 13e, alors que Norris marque encore des points. Un autre top 5 pour le jeune Britannique, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de Daniel Ricciardo, mais on va en reparler parce que c'est une autre course à oublier pour l'Australien. Moment cocasse, est-ce qu'il y en a eu? Pas vraiment, en fait. Alors, je vous dirais, ça n'a pas été une course vraiment excitante en tant que telle. Alors, je sais pas. Si jamais vous avez des moments cocasses que vous avez retenus, dites-le moi, puis on va réagir là-dessus. Donc, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que on n'a pas eu un Grand Prix vraiment, vraiment excitant. Même, c'était juste plate, en fait. On va se le dire, c'était plate. Alors, je vais tout de suite passer à la domination, en fait, de Max Verstappen, maître chez Red Bull. En fait, au Red Bull Ring pour la première de 2 courses sur ce circuit. Verstappen qui finit à 35 secondes de Lewis Hamilton. Évidemment, ce dernier s'est arrêté en raison pour aller chercher le point boni pour le meilleur tour en course, ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais Verstappen a été en contrôle complet de
de cette course, malgré quelques problèmes avec le break-by-wire, dans les derniers tours, mais ça ne semblait pas vraiment le déranger. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point la Red Bull, surtout le moteur Honda, a été capable d'être plus rapide sur les lignes droites que la Mercedes. Et on l'a entendu aussi du côté de Lewis Hamilton dire combien de temps on perd sur les lignes droites, à peu près quoi, 2 dixièmes et demi de seconde, à peu près. C'est vraiment intéressant. Et le pire pour Mercedes, c'est que ce sont deux courses sur le même circuit. Alors, il va falloir trouver une solution pour essayer de réduire l'écart et voire même faire mieux que aujourd'hui, parce que c'était pas vraiment une partie de plaisir pour Lewis Hamilton, mais pour Max Verstappen, ça l'a été. Puis, en plus de ça, c'est la première fois que Verstappen gagne 2 Grands Prix consécutifs dans sa carrière. C'est sa 4e victoire de la saison et je dois dire vraiment chapeau à Red Bull d'avoir martelé vraiment Mercedes pour essayer de trouver en fait une faiblesse, parce que on va se dire les dernières années c'est vrai, c'était une domination sans faille de Mercedes, mais il y avait personne d'autre qui était en mesure de vraiment talonner les flèches d'argent aussi solidement et de manière constante que ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, je suis très content de voir qu'au moins Red Bull et Max Verstappen sont capables de le faire, et surtout au Red Bull Ring, le circuit à domicile de Red Bull Racing. Alors, moi, je dois dire chapeau à Max, et en espérant que pour la semaine prochaine, ce soit meilleur que ça, parce que aussi meilleur, voire même un peu plus, mais je pense que Mercedes a du pain sur la planche, et j'ai comme l'impression que, je sais pas, j'ai vu un tweet passer tout à l'heure qui dit que, je sais pas à quel point c'est vrai, je mets un grain de sel, mais ils disent que Mercedes se concentre sur la saison prochaine, alors on dirait qu'ils ont laissé tomber 2021. Je ne pense pas que ce soit vraiment une écurie qui est capable de laisser tomber pour une autre saison. On ne sait jamais, mais en ce moment, c'est la première fois depuis 2013 que Mercedes n'a pas gagné plus que... c'est la première fois depuis 2013 que Mercedes est sur une séquence non victorieuse pour 3 Grands Prix et plus, voire même 4 en fait. Alors, ça vous dit à quel point cette équipe a dominé. Je pense que Red Bull a finalement tiré leur épingle du jeu et trouve vraiment le moyen de faire le plus possible. Et vraiment, je pense que Verstappen a été plus en mesure de bien gérer les pneus, contrairement à la Mercedes de Lewis Hamilton, qui sentait vraiment des vibrations. Et on l'a vu, je pense, à un certain moment, Hamilton corriger un peu sa trajectoire, je pense, où il a failli peut-être faire un tête-à-queue qui aurait pu ruiner toutes ses chances d'aller chercher une victoire, même si ça n'a jamais été le cas. Alors, je dois dire vraiment une belle performance de Max Verstappen. Et je trouve que vraiment, compte tenu aussi de la constance qu'il a développée au cours des dernières années, je pense qu'il a maintenant le potentiel pour aller chercher le championnat du monde des pilotes. Maintenant, reste à voir, c'est une saison de 23 courses. Est-ce qu'il va tenir le coup? Je pense que oui. Ce n'est pas Ferrari de 2017 ou 2018. Je pense qu'on a rarement vu Verstappen commettre des erreurs. Alors, moi, je m'attends à ce qu'il soit encore dans sa zone
la semaine prochaine lors du Grand Prix d'Autriche. Et je pense que ce sera encore le cas pour le restant de la saison 2021. Maintenant, reste à voir qu'est-ce que Sergio Pérez va faire, parce que, encore une fois, il a connu une bonne course, malgré un arrêt au puits un peu plus lent. Dans les circonstances, il a perdu un podium, puisque Valtteri Bottas a été en mesure de faire l'undercut, de pousser, en fait. Et ça a été un bon relais, en fait, de la part du Finlandais, qui lui est parti 5e, s'est qualifié 2e après son tête-à-queue. Ben, il a reçu une pénalité de 3 places suite à son tête-à-queue dans la ligne des puits lors des essais du vendredi. Donc, c'était une belle reprise, en fait, de la part du Finlandais, qui a été capable de résister à la charge de Pérez, qui a dû s'arrêter une deuxième fois sur des pneus médiums pour aller chercher le point le plus rapide. Et Pérez a été en mesure de cravacher pour aller justement reprendre la position qu'il a perdue. Alors, je dois dire vraiment chapeau à Pérez d'avoir tenu le coup, mais aussi chapeau à Valtteri Bottas d'avoir été en mesure de résister aux attaques du Mexicain. Alors, je vous rappelle, vous pouvez toujours réagir sur Facebook, Twitter ou bien sur Twitch pour ceux qui nous regardez, pardon, excusez-moi. Donc, si vous voulez réagir aux commentaires que j'ai dit, à la course en général, ça va me faire plaisir d'y répondre aussi. Sinon, on va passer à mon deuxième point. Charles Leclerc, de 0 à héros. Charles Leclerc a été élu pilote du jour. Parce que, oui, comme je l'ai dit, il a fini 7e, mais je sais pas, il s'est mis dans le trouble. Au premier tour, un accrochage avec Pierre Gasly. Heureusement, je pense qu'il n'y a eu aucune enquête menée par les commissaires de piste par les commissaires de la FIA. Donc, il s'en est tiré, mais le mal était déjà fait. Il s'est retrouvé 18e pour réparer les dommages. Pierre Gasly a été obligé d'abandonner. Pourtant, c'était une belle séance de qualification pour lui. Il pouvait aller chercher des points assez importants pour AlphaTauri. Mais malheureusement, la course a été ruinée par Leclerc qui, encore une fois, a été un peu trop agressif dans le premier tour. Et comme l'année dernière, dans ce même Grand Prix de Styrie, ça a failli lui coûter la course au complet. Et il a été très, très chanceux de ne pas s'en tirer avec des dommages encore pires qu'on le pensait. Mais ça a été quand même une belle remontée. Et je comprends les fans d'avoir voté pour lui parce que même moi, je pensais à un certain moment, je pensais que les carottes étaient cuites pour lui. Il n'allait pas revenir, mais surtout avec le rythme que la Ferrari nous avait montré au Grand Prix de France, j'avais peur que ce soit la même chose lors de Autriche numéro 1 aujourd'hui. Finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, je dois dire chapeau à Leclerc d'avoir été capable de revenir dans les points. 7e place dans les circonstances, c'est sauver les meubles. Et ce, malgré être entré en contact avec la Alfa Romeo de Kimi Raikkonen. Donc, un léger contact qui a endommagé, je pense, une partie gauche de l'aileron avant du Finlandais. Et ensuite, un contact avec la Alpine de Fernando Alonso. Finalement, Leclerc a été quand même bien. Mais je pense que, et on l'a dit, pour ceux qui écoutent nos podcasts, surtout l'année dernière, après le Grand Prix de Sakir, où il avait accroché Sergio Pérez et a entraîné Max Verstappen dans l'accident aussi. Je pense que Leclerc doit essayer de contrôler son agressivité au premier tour. Le message est clair, c'est une des règles les plus importantes en course automobile. Tu ne peux pas gagner une course dès le virage numéro 1. Alors, oui, je comprends que Leclerc veut se donner les chances possibles, mais il faut savoir doser son agressivité. Et là, non seulement ça lui a presque coûté la course, mais ça
ça ruinait celle de son ami Pierre Gasly, qui, comme je l'ai dit, espérait vraiment faire une bonne course pour AlphaTauri. Malheureusement, il va se reprendre la semaine prochaine, en espérant avec un meilleur sort possible. Mais moi, je me dis, si c'est ce Charles Leclerc qu'on a vu aujourd'hui, mon Dieu, peut-être que ça aurait été une 5e place maximum, parce que je voyais vraiment pas Leclerc aller se battre avec avec Perez et Bottas. Mais ça aurait été peut-être une bataille avec Lando Norris, peut-être, ou bien même avec son coéquipier Carlos Sainz. Et parlant de Sainz, lui aussi a fait une bonne course. Vraiment une très bonne stratégie dans les circonstances. Il a débuté la course, si je me souviens bien, avec les pneus médiums. Donc, une stratégie en un arrêt, passer des pneus médiums aux pneus durs. Donc, a été obligé de prolonger, être en mesure de rester un peu plus tard pendant que tout le monde essayait de s'arrêter. Et ensuite, a été en mesure de rattraper Lance Stroll qui était bon pour une 6e place. Alors, Ferrari, je dois dire, aujourd'hui, malgré ce que j'ai dit à propos de Leclerc et de son agressivité au premier tour, une meilleure course que ce qu'on a vu en France. Et je suis très content pour lui. Alors, je dois dire, je pense que c'est prometteur pour la course numéro 2 en Autriche la semaine prochaine. J'ai hâte de voir. Mais il va falloir que Leclerc se calme un peu plus dans l'agressivité. Sinon, s'il y a un pilote qui a connu une course à l'inverse très difficile, c'est Daniel Ricciardo. Parce que, mon Dieu, Daniel Ricciardo finit 13e. 13e et il s'est retrouvé dans la lutte pour la 11e place avec Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. Il a fait un très bon départ. Et en plus, après sa qualification un peu désastreuse hier, a été capable de reproduire un peu son départ excellent au Grand Prix de France. Malheureusement, il a perdu 4 positions au cours des tours suivants. Lui, c'était plus pour une question de puissance faible. Et lorsque son ingénieur de piste a dit, bon, ça semble être revenu à la normale, il a reculé. Et même était en mesure de s'arrêter pour tenter de dépasser Raikkonen pour un undercut. Ça n'a pas fonctionné. Donc, si on pensait que le Grand Prix de France la semaine dernière était peut-être le début d'un temps nouveau pour Daniel Ricciardo, c'est un retour à la réalité. Et ce n'est pas facile pour lui du tout, parce que pendant ce temps, il y a Lando Norris qui, lui, a fait une course très, très bonne. Oui, bon, peut-être il a laissé passer la Mercedes de Bottas et la Red Bull de Perez parce qu'il ne se sentait pas en mesure de se battre et de compromettre sa propre course. Mais il amène encore des points très importants pour McLaren et la lutte pour la 3e place, alors que derrière, il y a les Ferrari qui finissent 6e et 7e. Mais il y a Ricciardo qui est malheureusement pas capable de fournir les performances espérées par l'écurie. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de compréhension avec la voiture en elle-même? Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est autre chose aussi? Reste à savoir. Mais vraiment, je suis malheureusement déçu de Daniel Ricciardo, surtout aujourd'hui. Bon, on peut excuser le fait que il y a eu peut-être une soudaine perte de puissance au cours des premiers tours, ce qui a été pas mal difficile à retravailler par la suite. Mais mon Dieu, je pense que il va falloir que McLaren soit un peu plus sévère envers lui. Je pense que McLaren, si jamais Ferrari devait, par exemple, avoir de meilleures courses que McLaren, c'est là, comme on le dit comme c'est le cas avec Perez avec Red Bull et à un certain moment Bottas avec Mercedes,
McLaren va avoir besoin de Daniel Ricciardo au cours des prochaines courses parce que si jamais Ferrari devait revenir par miracle, pas par miracle, mais enfin presque. Bref, si jamais Ferrari devait revenir, devait avoir de meilleures courses, Norris ne peut pas faire le travail tout seul. Daniel Ricciardo doit, comme disait Aimé Jacquet lors de la Coupe du Monde en 98, il doit muscler son jeu. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. À la fin, peut-être que Ferrari va se retrouver devant McLaren, mais ça me surprendrait. Vous voyez, il y a 14 points qui séparent McLaren de Ferrari. C'est 120 à 108 pour McLaren Mercedes. Alors, il va falloir que on serre un peu plus la vis du côté de Daniel Ricciardo. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Est-ce que vous pensez que McLaren doit être un peu plus sévère à l'endroit de Ricciardo ou bien juste le laisser tel quel? Ou bien, par exemple, essayer de trouver un nouveau châssis? Je ne sais pas. Laissez-le moi savoir. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Ensuite, j'ai envie de parler de George Russell parce que, mon Dieu, c'est triste. Il s'est qualifié 11e, a profité de la pénalité de 3 places à Yuki Tsunoda pour monter d'une place avec un choix de pneus gratuit. Et il a bien fait, il était même 8e à un certain moment, derrière Fernando Alonso. Mais malheureusement, son écurie Williams lui a demandé d'opter pour un plan B, d'aller un peu plus vite. Et là, on a appris qu'il y avait un problème de fiabilité. Et ensuite, lorsqu'il s'est arrêté, ça a été un arrêt très long jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y avait un problème de moteur du groupe propulseur. Il s'est arrêté une deuxième fois pour voir est-ce que c'est pas le même cas. Il s'est retrouvé en fond de peloton avant de se retirer une bonne fois pour toutes. Ça a été au 36e tour, donc à la mi-course. Il y avait carrément une opportunité d'aller chercher ses premiers points avec Williams. Il faut le préciser parce qu'il a déjà des points en Formule 1. Évidemment, ce fameux Grand Prix de Sakir l'année dernière avec Mercedes. C'est dommage parce que je pense que le potentiel était là pour aller chercher des points pour Russell. Malheureusement, Latifi, son meilleur exploit, ça a été de dépasser Nikita Mazepin pour en fait la 17e place. Mais Russell a travaillé fort pour se rendre jusque-là. Puis même en qualification, il était juste à 8 petits millièmes de la Q3. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que je crois qu'on voit le meilleur. On sait, on connaît le potentiel de Russell. Je sais que les gens veulent déjà le voir après juste une course avec Mercedes. Malgré le fait qu'il a eu très peu de temps pour connaître les réglages de la voiture avec une combinaison des chaussures plus petites. Mais moi, je pense que malgré cela, Russell montre qu'il est capable d'aller chez Mercedes. Je pense qu'il a le potentiel. Est-ce que c'est pour cette année? Oubliez ça. À moins que Mercedes, dans leur philosophie, décide, Bottas ne livre pas la marchandise. Aujourd'hui, il l'a fait. Il a été capable de bien faire son dernier relais. Mais Russell, ce qu'il nous a montré cette année, à part peut-être Imola ou son accident avec Bottas, où je pense il doit être tenu responsable pour avoir causé cette collision, le reste, ça a été relativement une bonne saison pour lui. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous a prouvé qu'il était capable d'amener une voiture qui n'a pas le potentiel d'aller marquer des points
justement pour se rendre à ces genres de positions. Malheureusement, je pense que la Williams a des problèmes de fiabilité. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore à ce niveau pour se battre pour des points. Est-ce qu'on pourra voir la même chose lors du Grand Prix d'Autriche la semaine prochaine? C'est à voir, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage de voir le pauvre Russell être frappé par la malchance course après course après course. Alors, je sais, ça devient une habitude. Les gens disent il faut pas mentionner Russell parce que sinon quelque chose va s'arriver. C'est pas grave là, c'est juste les aléas de la course automobile. À un moment donné, ça va cliquer puis là on va être content pour lui. Alors, il faut juste prendre son mal en patience. Peut-être un jour, peut-être cette année, vous allez voir Russell marquer des points. Que ce soit 1 ou 2, tout dépendamment de ce qui va arriver. Moi, je pense que il y a des points qui attendent Russell avec Williams. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais en tout cas, c'était une bonne course quand même de la part de Russell avant que les problèmes ne frappent le jeune Britannique. Alors, on a fait le tour. Je sais que c'était pas la course la plus intéressante. Si jamais vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, on va passer à la W Series parce que c'était la première course de la saison 2 et la première course en plus de 700 jours puisque en 2020, il n'y a pas eu de saison de W Series. Donc, c'est le championnat de monoplace 100% féminin. Et vraiment, ça a été une très belle course. Si vous l'avez manqué, je pense que c'est disponible. Si vous avez un compte avec RDS, vous pouvez aller la regarder encore. C'était une belle course. Ou bien même, je pense que c'est disponible sur la page Facebook de la W Series. Je pense qu'ils l'ont diffusé. C'est encore disponible. J'ai pas encore vérifié, mais vous pouvez aller voir les faits saillants sur la page YouTube de la W Series. Sinon, victoire de Alice Powell, devrais-je dire domination de Alice Powell dans cette course de 30 minutes plus un tour. Elle est partie en pole position et elle a gagné. Elle a mené de bout en bout. Elle termine devant Sarah Moore et Fabienne Volvan. La championne en titre, Jamie Chadwick, a connu une course un peu plus difficile. Elle termine 6e, mais elle avait été tapée par derrière par sa compatriote Jessica Hawkins. Mais les derniers tours, parce qu'il y a eu la voiture de sécurité, parce qu'il y a l'Espagnol Marta Garcia qui a dû abandonner suite à un problème de transmission, parce que ce sont des monoplaces semblables, ce sont des Tatus au moteur Alfa Romeo, aux spécifications de Formule 3. Eh bien, Marta Garcia a été obligée d'abandonner à la 18e minute, ce qui a amené la voiture de sécurité. Et lorsque la course a repris, il y a eu un chaos, il y a eu un accrochage entre Pätski Vesse, vice-championne en titre, et la Finlandaise Emma Kymäläinen. D'ailleurs, je dois dire, pour ceux qui ont regardé la course, je comprends pas pourquoi les commissaires n'ont pas agi tout de suite quand ils ont vu que l'aileron avant de la voiture de Kymäläinen était croche et n'ont pas agi en tant que tel pour lui dire de rentrer et de changer parce que l'aileron avant s'est détaché alors qu'il y avait des pilotes derrière. Je sais que les voitures sont munies d'un halo, mais c'est pas une raison de ne pas réagir ou d'agir quand ça va mal. Alors, c'est peut-être ça aussi la petite contrainte. L'autre aussi, c'est que, comme j'ai dit, ça fait plus de 700 jours que ces pilotes n'ont pas conduit en W Series. Donc, on a vu... Excusez-moi. On a vu certains pilotes être rouillés. Donc, moi, je me dis, ça aurait été bien d'avoir au moins
une course supplémentaire ou bien même emprunter le format de la Formule 3, c'est-à-dire 2 courses sprint et une course principale. Comme ça va leur permettre de se remettre dans le bain. Mais bon, est-ce que c'est pour une question de coût, de visibilité, surtout de visibilité aussi, parce que quand même, c'est une course qui a lieu le samedi, après les qualifications de Formule 1. Il y a 8 courses cette saison. Il y en a une autre la semaine prochaine, d'ailleurs, lors du Grand Prix d'Autriche. Alors, je me dis, est-ce que ça aurait été mieux d'avoir une course supplémentaire pour qu'elle soit plus en mesure de se remettre dans le bain, de nous offrir un peu plus de spectacle? On ne sait jamais, mais je sais pas. Je pense, mais la course a quand même été très bonne, je dois dire. J'avais très hâte de retrouver cette série. J'avais adoré la première saison. Maintenant, avec le Grand Prix d'Autriche qui a lieu, ensuite il y a Silverstone en plus de cela à la mi-juillet. Moi, je pense que j'ai tellement hâte de suivre toutes les courses, évidemment, si je suis disponible, mais je vais être arrivé devant mon écran de télévision ou d'ordinateur pour regarder cette course. Je serai un fidèle téléspectateur à cette série et je vous dis, c'est une très bonne série. C'est une très bonne série et je dois dire, si jamais ça passe et que quelqu'un de RDS regarde cette émission d'après-course, je dois dire très beau travail de la part de Claudine Douville et de Tania Baudin. Je suis pas surpris concernant Claudine Douville, c'est une vraie professionnelle. Elle commente beaucoup de sports. Je pense que c'est la première fois que je la vois commenter de la course automobile et ça a été... Elle a très bien fait. Je pense... Moi, j'adore Claudine Douville et j'aime beaucoup l'apport d'analyse de Tania Baudin. Donc, moi, je pense que ça a été très intéressant de l'écouter et vraiment bravo à RDS d'avoir choisi ce duo. Je pense que ça va rendre le visionnement de cette série encore plus excitant déjà avec le niveau de course que nous avons qu'on a eu en fait, non seulement lors de la première saison, mais aussi ce qu'on a vu en Autriche. Donc, je dois dire, je suis vraiment satisfait du duo de description et d'analyse de la W Series à RDS. Alors, c'est ce qui complète en fait cette émission d'après-course. Je sais que ça a été très, très court, évidemment. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé lors du Grand Prix de Styrie. Mais il y aura une autre course la semaine prochaine et c'est celui d'Autriche. C'est ça, du 3, 4 et 5 juillet. Non, 2, 3, 4 juillet. Excusez-moi, j'ai mis la mauvaise date. Donc, c'est du 2 au 4 juillet, le Grand Prix d'Autriche. Donc, la semaine prochaine. Évidemment, vous pouvez lire nos chroniques, nos tops et contre-performances qui va sortir au cours de la semaine sur notre site bulletingp.com. Donc, www.bulletingp.com. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Je sais, on n'a pas eu d'épisode de podcast la semaine dernière, ce jeudi. Il y en aura un autre, ça je vous le promets, il y en aura un jeudi. Et on va revenir en fait sur la W Series, en fait sur les propos qu'a tenu la pilote Sophia Florsch, qui est présentement en DTM, qui elle n'aime pas vraiment la W Series. Je pense que ça va être un bon sujet de discussion. Donc ça va être disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, TuneIn et autres. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Évidemment, je salue Marc-André, Anna-Maria, Jean-Sébastien et Brian, mes collègues du Bulletin GP. Je sais qu'il fait chaud en ce moment ici, il fait à peu près 31 degrés. Donc, profitez de cette journée, essayez d'oublier un peu ce Grand Prix de Styrie qui n'a pas été vraiment intéressant en tant que tel. Donc, je vous souhaite une excellente journée, peu importe où vous êtes. Mon nom est Abdoussal. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission d'après-course du Bulletin GP. Ou sinon, on se retrouve ce jeudi pour le podcast du Bulletin GP ou bien sur notre site bulletingp.com.
Salut tout le monde!